Bonjour, mon nom est Danielle Bouchard. Je suis une professeure assistante dans la faculté de kinésiologie à l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. On m'a demandé aujourd'hui de faire un webinaire sur le nouveau questionnaire de mener une vie plus active. Vous m'excuserez pour mon rhume et vous m'excuserez aussi pour mon français qui n'est pas toujours à l'affût. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé en français, mais ça me fait plaisir de vous donner le compte rendu ou une mise à jour finalement de ce questionnaire-là. Tout premièrement, j'aimerais juste vous dire qu'est-ce qu'on va parler de. Premièrement, on va parler du questionnaire comme tel. On va aussi parler du document de référence si les gens répondent oui aux questions de la première page du questionnaire. Et finalement, on va parler des outils qu'on a développés avec la Société canadienne de physiologie de l'exercice pour aider les entraîneurs personnels certifiés à déterminer finalement s'ils ont les compétences ou si ils travaillent avec les gens qui ont une condition chronique, s'ils respectent leur champ de pratique. Et finalement, on va donner des études de cas pour intégrer un peu finalement les informations qu'on a partagées aujourd'hui. Quand on a commencé le questionnaire de mener une vie active, le processus a commencé en 2015. L'idée, c'était de faire un nouveau questionnaire pour déterminer le risque des gens à faire de l'activité physique qui serait convivial, qui serait fondé sur des données probantes, mais aussi qui permettait d'encourager les gens à faire de l'activité physique de façon régulière et de façon sécuritaire, en ayant le moins de barrières possible avant de commencer. L'élaboration de ce questionnaire a pris plusieurs années et ça a passé de plusieurs versions et qu'il y a eu des consultations avec différentes personnes qui ont été impliquées dans le processus, dont Scott Thomas à l'Université de Toronto et aussi Phil Schulbeck à l'Université de Saskatchewan. Mais autre que ces personnes, on a eu beaucoup de personnes qui ont été impliquées pour développer ce questionnaire. C'est important de comprendre que le questionnaire est conçu pour être auto-administré. L'idéal, c'est que la personne le remplisse par elle-même avant de vous rencontrer pour faire de l'activité physique ou se faire évaluer. Tout au long de la présentation, je vais parler de professionnels de la santé et ça réfère à un médecin infirmière, un infirmier praticien, physiothérapeute, etc. Tandis qu'un professionnel de la santé qualifié, un professionnel de l'exercice qualifié, ça serait un étudiant qui détient un diplôme d'études postsecondaires, donc un baccalauréat, et une certification avancée dans le domaine par la suite de ses études. La première page ici du questionnaire vous montre les 4 questions, dans le fond, qu'on demande aux gens avant qu'ils commencent à faire de l'activité physique. C'est important de bien voir que chacune des questions, comme la question 1, a plusieurs sous-questions. Et si la personne répond oui, il va avoir à référer, vous et la personne, ou si elle remplit le document elle-même, au document de référence. Donc, tous les gens qui font le questionnaire vont faire la page 1 et la page 2, et si nécessaire, vont référer au document de référence. Donc, ici, on voit la page 1 du questionnaire. La page 2 est nécessaire pour toutes les personnes qui vont remplir le questionnaire. La première partie, c'est de rapporter finalement la quantité d'activité physique que la personne fait en ce moment. Quelque chose qu'on ne faisait pas auparavant avec le QA. Donc, c'est le nombre de jours, le nombre de minutes et le nombre de minutes par semaine qu'on fait des activités physiques qui sont à d'intensité modérée ou vigoureuse. Et c'est la situation où on a une occasion de demander ou de recommander aux gens ou d'informer les gens c'est quoi les recommandations canadiennes qu'on a en ce moment mises en place, soit pour les adultes, les personnes âgées ou pour les enfants. On sait que tout dernièrement, on a publié les recommandations sur 24 heures pour les enfants. Pour les adultes, ça se tient toujours à l'activité physique seulement, comparativement aux enfants, maintenant qu'on inclut le sommeil. Donc, ensuite, après avoir terminé la partie ou la section sur les directives ou les recommandations en ce moment au Canada, on passe à la déclaration où ce que la personne doit signer
comme étant oui, je n'ai pas aucun oui dans ma réponse, ou si la personne a répondu un oui à la question, au moins à une question de la page 1, il faut indiquer si elle va voir un spécialiste de la santé ou si elle veut continuer à faire l'activité physique, même si elle n'a pas l'accord d'une personne, d'un professionnel de la santé. On va voir plus tard dans le document ou dans le webinaire qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, mais de façon très spécifique pour les entraîneurs personnels certifiés, si quelqu'un répond qu'il veut faire de l'activité physique, même sans le consentement d'un professionnel de la santé, il sera important de rester dans votre champ de pratique et de ne pas faire d'activité physique avec cette personne-là s'il y a un oui et que vous n'êtes pas en position pour faire de l'activité avec ces gens-là, soit qui ont plus qu'une réponse oui, ou soit que c'est pas contrôlé pour l'instant. Donc, le document de référence s'applique si la personne a répondu un oui. Et c'est super important de prendre le temps de lire ces détails ici pour chacune des questions parce qu'il est possible que la personne puisse changer un oui pour un non dans la première page. Et si c'est le cas, bien, il faudra maintenant, on va pouvoir aller d'avant, même si on est une personne avec une certification d'entraîneur personnel certifié. Donc, c'est super important de faire le tour des détails avant de décider si c'est vraiment un oui. Comme j'ai mentionné auparavant, l'important, c'est de faire remplir les 2 premières pages, de faire la déclaration, de référer aux documents de référence nécessaires et de l'apporter finalement, le document avec le client si ils l'ont rempli par eux-mêmes. Vous voulez le voir avant qu'il y ait aucun exercice qui est fait avec le participant ou le client. Maintenant, si on passe aux procédures comme telles d'évaluation préalable à la participation, à ce moment-ci, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, mais ça nous donne l'occasion, en faisant ce webinaire, de montrer des petits changements qui ont été apportés au niveau de la procédure d'évaluation préalable à la participation. Donc, c'est similaire comme on vous avez sûrement vu dans votre formation. La mesure de la fréquence cardiaque est toujours là avec la tendance artérielle avant n'importe quel exercice qu'on fait avec les gens. Il y a des nouvelles limites acceptables pour votre champ d'activité. On va en parler tout à l'heure. Si vous n'avez pas encore été informé de prendre des notes qui sont SOAP, qu'on appelle, S-O-A-P, qui veut dire Subjective, Objective, Assessment and Plan for Action. On va en parler un petit peu tout à l'heure, mais l'idée, c'est qu'on prend en note les symptômes subjectifs, donc comment la personne semble être la journée d'évaluation ou d'activité physique. De façon objective, on prend des notes sur c'est quoi les diagnostics de la personne, si elle a des conditions chroniques ou non. Ensuite, on peut faire l'évaluation et décider qu'est-ce qu'on va faire comme activité physique avec cette personne-là. Et c'est important au niveau de l'évaluation préalable à la participation qu'on établisse le niveau d'activité physique actuel, mais aussi de voir c'est quoi le degré de risque de la personne qu'on est en charge à ce moment-là. C'est super important de voir si la personne est à risque ou même, plus importe quelles sont les conditions chroniques, il est important de pouvoir établir le degré de risque selon la littérature, si la personne est vraiment à risque ou non d'avoir des complications lors de l'activité physique. Et si oui, de référer aux personnes qui devraient être en charge à ce moment-là. Donc, l'instruction pré-évaluation est la même qu'avant. Le formulaire de consentement est toujours en place. Vous devrez informer les gens de qu'est-ce qu'on va faire avec eux. Le questionnaire mené à une vie active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice, maintenant qu'on en parle. C'est ça qu'on devrait faire avec les gens qui nous approchent pour faire de l'activité physique. Et le XAAP, pour les femmes enceintes, s'applique toujours. Les observations, il faudrait voir comment la personne se sent à ce moment-là, quand la personne se pointe pour un rendez-vous avec vous. Et on collecte les antécédents familiaux pertinents, tant au niveau de l'entraîneur personnel certifié que le physiologiste de l'exercice certifié. C'est important qu'on connaisse, on ait les connaissances nécessaires pour juger les antécédents médicaux du client, tandis que au niveau des entraîneurs personnels certifiés, on s'attend que la personne est capable d'utiliser finalement l'outil
qu'on a développées pour les maladies, les conditions chroniques qui sont plus prévalentes au Canada. On va en parler tout à l'heure à la fin du webinaire. La fréquence cardiaque et la tension artérielle, toujours recommandées avant l'exercice, mais un petit peu changement à ce niveau-là, puis on en parle dans pas long. En fait, la fréquence cardiaque et la tension artérielle pré-exercice doit être mesurée à l'aide de procédures normalisées, donc toujours la même procédure. Le 100 battements par minute tient la route toujours, mais au niveau de la tension artérielle systolique et diastolique, on dit que le seuil associé à un risque accru d'un événement indésirable durant l'exercice est 160 mm de mercure pour la tension artérielle systolique et 90 mm de mercure. Donc, il y a eu une augmentation à ce niveau-là. Dans le fond, c'est qu'il y a des études qui ont montré que les gens n'étaient pas plus à risque d'avoir des événements indésirables durant l'exercice si on avait une tension artérielle plus basse que ces deux chiffres-là. Donc, si quelqu'un a une tension artérielle en bas de ces deux chiffres-là, on attend qu'il faut avoir les deux, on pourrait continuer à faire de l'exercice avec cette population, ce client-là, si on est un entraîneur personnel certifié. Pour faire un petit résumé des champs d'expertise, les entraîneurs personnels certifiés devraient travailler avec des gens qui sont apparemment en bonne santé ou ayant un trouble de santé stable qui peuvent s'entraîner de manière indépendante. Donc, dans le fond, c'est que les gens qui sont entraîneurs personnels certifiés peuvent travailler avec une clientèle qui a une condition chronique, en autant, par exemple, que vous avez des connaissances pour travailler avec une personne qui a cette condition chronique-là. Dans le fond, qu'est-ce qu'on dit, c'est que même si vous êtes un entraîneur personnel certifié et que vous avez le droit de travailler avec quelqu'un qui a, par exemple, de l'asthme ou qui a, par exemple, de l'arthrose ou de l'arthrite, vous ne devriez pas vous impliquer avec cette personne-là si vous n'avez pas des connaissances ou des compétences avec des gens qui ont de l'arthrite. De façon générale, qu'est-ce qu'on entend par médical stable ou à faible risque? C'est que la personne, dans le fond, elle a un suivi médical et elle est en ce moment asymptomatique, qu'il n'y a eu pas de changement au niveau de la médication ou du traitement dans les derniers 6 mois, que si le médecin a prescrit un médicament, ce dernier est pris conformément et les vérités d'activité physique emportent sur les risques de potentiel. Le gros facteur ici, c'est que si la personne prend des médicaments qui sont prescrits, si la personne les prend, évidemment, il va falloir se baser sur la parole du client qu'on a avec nous. Voici des exemples de troubles courants qui sont faibles à risque. La tension artérielle est en bas de 160/90, ou une seule de ces deux valeurs-là, la personne, oui, elle a une tension artérielle qui est élevée, mais elle est quand même considérée, selon la littérature, en étant à faible risque. Une personne qui a diabète de type 2, lorsque la glycémie est gérée efficacement avec une médication ou l'alimentation, sans complications du diabète comme des problèmes de vision ou des sensations, ça serait considéré à faible risque aussi. Et finalement, un autre exemple, c'est l'arthrose qui n'a pas de douleur ou d'inflammation excessive. Donc, il y a de la douleur, mais c'est tolérable. On considérait ces 3 exemples-là comme étant un faible risque. Mais, comme j'ai dit auparavant, si on veut travailler avec des gens qui ont ces critères-là, même si on est un entraîneur personnel certifié, c'est important que vous ayez des connaissances au niveau de ces conditions chroniques-là si vous prenez ces gens-là en charge. Pour ce qui est des physiologies de l'exercice certifiées, cette certification-là, juste comme un rappel, il réalise des évaluations prescrites des exercices, supervise les exercices et plus encore pour les personnes apparemment en bonne santé, mais aussi les athlètes de haut niveau et les personnes qui ont des conditions chroniques et plusieurs médicaments qui limitent leur capacité fonctionnelle dans la vie de tous les jours. Ces derniers peuvent travailler avec des clients qui sont atteints de plusieurs troubles médicaux qui sont considérés aussi à risque élevé. Le client peut avoir des différentes conditions chroniques. Il peut être aussi symptomatique. Le client peut avoir changé récemment de la médication. Et le client ne pourrait pas être en mesure de s'entraîner de façon indépendante et c'est correct aussi.
les gens qui ont cette certification doivent posséder les connaissances, cependant, dans les conditions cliniques avec lesquelles ils travaillent, même si la certification les laisse, en d'autres mots, travailler avec cette population. C'est important que les connaissances et les compétences soient développées quand on travaille avec une condition chronique en particulier. Même si on est un physiologiste de l'exercice certifié, c'est important que les bienfaits de l'exercice passent toujours devant les risques potentiels. Donc, si pour une raison X, les gens qui sont physiologistes de l'exercice certifiés ont un doute que la personne pourrait avoir plus de risques que de bénéfices, on devrait toujours référer à un autre professionnel de la santé. Donc maintenant, si la personne a indiqué un oui aux questions de la page 1 du questionnaire Mener une vie plus active, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les gens peuvent venir à vous et vous dire qu'ils ont répondu à une ou plus que des questions avec un oui. Et ils veulent savoir si finalement ils sont à risque de commencer à faire de l'exercice ou s'ils devraient consulter un professionnel de la santé avant de commencer. Si une personne vient à vous avec une réponse oui, qui se demande si elle devrait faire de l'activité physique, eh bien, vous référez au document de référence pour voir si la personne a vraiment répondu un oui et que ça demeure un oui. Et si c'est le cas, il sera juste il s'agit de décider si vous avez l'expertise pour travailler avec cette personne-là et sinon de référer à un professionnel de la santé si nécessaire. On a parlé tout à l'heure des notes de format SOAP pour répéter encore l'information. S étant subjective, O objective, A assessment et P plan for action. Donc, l'idée, c'est de voir, dans le fond, c'est quoi les antécédents au niveau de l'activité, combien d'activités que les gens font, c'est quoi leur antécédent familial, c'est quoi leur prise de médicaments à ce moment. On peut même parler aussi des obstacles à l'exercice. Ça, c'est tout dans le subjectif. En fait, quand on arrive au objectif, c'est là qu'on va parler des questions finalement qui ont répondu oui. Et si, par exemple, la question est au niveau de la tension artérielle, on va indiquer c'est quoi la tension artérielle qu'ils ont en moyenne ou la dernière lecture de leur tension artérielle. Donc, dans le haut, c'est à ce moment-là qu'on fait des données objectives, donc des chiffres ou des diagnostics qu'on insère là. Au niveau de l'analyse, on va prendre des décisions par rapport à les tests qu'on aura fait avec cette personne-là ou des résultats qui ont venu de plusieurs différents professionnels. Et le P pour prendre un plan pour action, pour décider qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là, est-ce qu'on la réfère ou est-ce qu'on travaille avec cette personne-là dans le cas où que vous seriez dans votre champ d'expertise. C'est super important de faire des bonnes notes parce que si vous n'indiquez pas dans vos papiers qu'est-ce qui s'est passé avec le client, ça pourrait être quelque chose qui irait contre vous. Si jamais la personne dit, ben oui, l'entraîneur m'avait dit, c'est super important qu'on réfère à vos notes puis voir vraiment qu'est-ce que vous aviez comme information puis qu'est-ce que vous aviez décidé à ce moment-là. Donc, commençons maintenant à parler des questions comme telles. Si quelqu'un répond oui aux différentes questions. Donc, la première question du questionnaire, c'est au niveau des maladies du cœur. Donc, si la personne a des questions qu'on devrait demander en plus quand on vient à le document de référence, ce serait quand la chirurgie a eu lieu, s'il y avait une chirurgie, si les médicaments sont pris comme prescrits. Et dans le fond, on ne peut pas travailler, si on est un entraîneur personnel certifié, votre pratique, votre guide de pratique vous dit que vous ne devriez pas travailler avec des gens qui ont une maladie du cœur diagnostiquée, s'ils n'ont pas fait de réadaptation sans symptômes durant la réadaptation cardiaque. Donc, dans le fond, si la personne a eu des problèmes cardiaques, mais qu'elle n'a pas été dans les programmes de réadaptation cardiaque, vous pouvez la référer à un tel programme ou l'envoyer voir un professionnel de la santé avant de commencer à faire de l'activité physique.
Pour l'interprétation de la question A encore, il existe un risque plus élevé d'événements indésirables durant l'exercice si la cliente ou la cliente a ressenti des symptômes cardiaques pendant son programme de réadaptation. Donc, c'est pour ça qu'on veut absolument que vous travaillez seulement avec des gens qui ont fait de la réadaptation cardiaque, mais qui ont eu aussi aucun symptôme durant la réadaptation. À l'un des troubles suivants diagnostiqués ou soupçonnés, comme l'anévrisme, valvulopathie, angine de poitrine ou tout symptômes similaires, qui n'a pas complété le programme d'adaptation cardiaque supervisé. Donc, encore une fois, si on a quelqu'un qui répond à la question A, 1A, oui. S'il n'y a pas de réadaptation cardiaque qui a été complétée sans symptômes, on réfère à un professionnel de la santé avant de commencer à faire l'activité physique. Si la cliente ou la cliente a senti la douleur, un inconfort ou une pression au niveau de la protéine au cours des derniers 6 mois, on réfère. Si le nouveau pour le client, c'est toujours la même chose. Si vous avez des clients qui sont symptomatiques, qui ont un nouveau symptôme, c'est toujours une recommandation professionnelle de la santé. On peut aussi les recommander de voir un physiologiste de l'exercice certifié si vous en avez un dans votre région. Donc, la question numéro 1B, c'est la pression artérielle. Et comme on a dit auparavant dans ce webinaire, ça a été augmenté à 160 sur 90 basé sur la nouvelle littérature. Vous recueillez quand même des antécédents médicaux si les gens prennent des médicaments, s'ils les ont pris et s'ils les prennent comme sont supposés. Si la tension artérielle d'un client excède les seuils qui sont mentionnés, eh bien, vous pouvez les recommander de voir un physiologiste de l'exercice certifié ou de voir un autre professionnel de la santé. Si la tension artérielle au repos est supérieure à 140, il faudrait peut-être discuter avec un médecin avant de commencer à faire de l'activité physique. Au niveau de la question 1C, c'est assez rapide. On va voir le médecin directement si vous avez des vertiges, si le client a des vertiges et des étourdissements durant l'activité physique, surtout si c'est avec des raisons inconnues ou si c'est nouveau. Au niveau de la question 1D, il n'y a pas de soulagement. S'il n'y a pas de soulagement avec des médicaments, prescrits ou non, on devrait voir un professionnel de la santé. Donc, je répète, la question 1D, c'est est-ce que vous avez des essoufflements au repos? Si on ne connaît pas la cause ou si c'est nouveau, comme toujours, on va voir un professionnel de la santé. Si la personne a répondu oui à cause que la personne fait de l'asthme et qu'elle est contrôlée avec des médicaments de survie qu'on appelle, des puffers, alors on n'aura pas besoin de répondre un oui, on pourra y répondre un non au lieu et faire signer la personne ou mettre les initiales. Si jamais que la personne change un oui pour un non, à la suite d'avoir consulté le document de référence, ça serait important que si vous avez la chance, si la personne est en avant de vous, d'initialiser ce changement par la personne même. Donc, au niveau de l'essoufflement au repos, ça a été démontré que quelqu'un est plus à risque d'avoir un événement indésirable durant l'exercice si le client souffre d'asthme et qu'il présente un serrement de poitrine, une respiration soufflante, un essoufflement ou de la toux durant les derniers 2 jours ou semaines et plus qu'une fois par nuit. Si la personne a pris aussi un médicament de secours, plus que 2 fois au cours de la dernière semaine, et si la personne est atteinte de troubles respiratoires autres que l'asthme. Donc, dans ces cas-là, ce serait une personne qui serait plus à risque. Donc, même si on a le droit, en théorie, de travailler avec ces gens-là, si on est un entraîneur personnel certifié, c'est recommandé de voir vraiment, de vérifier si vous vous sentez à l'aise de travailler avec une personne qui a ces symptômes-là parce qu'elle s'est déterminée avec la littérature qu'elle était plus à risque d'avoir des événements indésirables. Quand on voit perte de conscience, évanouissement pour quelque raison que ce soit, dans la question 1E, on va voir le médecin directement. Il n'y a pas vraiment de... Surtout si on ne connaît pas la raison pourquoi c'est arrivé ou si c'est nouveau. Pour la question 1F, si le client ou la cliente présente toujours des symptômes de la commotion, il devrait
ne devrait pas augmenter son niveau d'activité physique. Et si les symptômes persistent, même si la personne suit les conseils de son professionnel, il devrait être encouragé de consulter à nouveau. Et si les symptômes augmentent ou des nouveaux symptômes sont apparus, encore une fois, la personne devrait consulter un professionnel de la santé. Maintenant, la question 2 du questionnaire qui demande « Présentez-vous actuellement de la douleur ou une enflure à n'importe quelle partie de votre corps qui nuit à la capacité de mener une vie active? » Si la réponse est oui et que la douleur est nouvelle, comme dans tous les cas, on va voir un professionnel de la santé pour s'assurer qu'on a le bon diagnostic. Si la personne a une douleur qui est chronique, elle présente un risque plus élevé d'événements indésirables durant l'exercice si, pendant les 2 dernières semaines, elle a ressenti de la douleur articulaire, une raideur ou une enflure, surtout si ces douleurs ont eu lieu dans le dos, les hanches, les genoux, les pieds ou la colonne vertébrale. En fait, il y a encore un risque plus élevé aussi d'avoir des complications lors de l'exercice si une mobilité est réduite dans toutes les activités de la vie quotidienne. Comme dans tous les cas, il est OK de travailler avec les gens qui ont, par exemple, de l'arthrite, en autant que vous avez des connaissances et que la personne, sur le sujet, et que la personne a seulement ça comme condition chronique. Pour la question 3, la question est « Un professionnel de santé vous a-t-il recommandé d'éviter ou de modifier certains types d'activités physiques? » Si cette question-là est répondue par un « oui », ça sera important pour vous de faire un peu plus d'investigation pour savoir qu'est-ce qui est cette recommandation, dans quel cas, est-ce que c'est un exercice en spécifique qu'on doit éviter, est-ce que c'est plus complexe, par exemple, est-ce que la personne a de l'angine et qu'on ne peut pas dépasser l'intensité modérée. Si c'est le cas, il y a peut-être place à référence. Mais sinon, peut-être que seulement savoir qu'est-ce qui est la situation, comment on doit éviter certains exercices ou mouvements et ainsi de suite. Comprendre les médicaments qui sont prescrits s'il y a lieu. On pourrait peut-être travailler avec ces clients-là si on est un entraîneur personnel certifié, en autant que, comme d'habitude, vous respectez le champ d'expertise que vous avez et que la personne a seulement un problème ou une condition chronique. Et que vous connaissez toutes les informations de c'est quoi la modification qui est nécessaire et finalement que vous respectez la modification qui a été recommandée par un professionnel de la santé avant vous. Pour la question numéro 4 qui dit « Avez-vous tout autre problème médical ou physique qui pourrait nuire à votre capacité de mener une vie active? » Normalement, pour cette question-là, la première réponse que vous avez va peut-être vous dire que vous devez référer, dans le sens où la personne pourrait dire « Oui, j'ai le diabète et j'ai aussi l'asthme ou j'ai des problèmes cardiaques. » S'il y a plusieurs conditions chroniques, on réfère. Et si on a seulement une condition chronique, on devrait collecter ou mettre ensemble plusieurs informations pour en faire une décision éclairée si la personne que la personne devrait voir serait un entraîneur personnel certifié. L'interprétation de la question 4, je donne un petit peu plus d'informations au niveau du diabète et de l'ostéoporose, seulement parce que c'est des conditions qui sont très prévalentes au Canada. Si vous avez quelqu'un qui a un diabète de type 2, ça va être super important que vous ayez les médicaments que la personne consomme, s'assurer que la personne les consomme comme prescrit et de vérifier aussi si la personne a des problèmes au niveau de la vision ou au niveau des différentes sensations pieds-orteils, parce que cette personne-là serait plus à risque d'avoir des événements indésirables durant l'exercice. Ce serait super important aussi de voir si la personne prend les médicaments avant l'exercice, normalement, et aussi de vérifier c'est quoi le niveau d'exercice de cette personne-là avant de s'avancer et prendre une décision finalement si c'est sécuritaire pour elle de s'entraîner avec vous. Il y aurait besoin d'avoir plus d'informations dans le cas de quelqu'un qui a une condition chronique, si c'est le diabète ou une autre condition chronique. Un peu plus tard dans la présentation, on va parler de l'outil de l'entraîneur personnel certifié qui vous aide finalement à prendre des décisions sur différentes conditions chroniques. On en a listé 6 qui sont beaucoup populaires
Et ici, on parle de diabète, mais il y en a plusieurs autres qu'on va discuter tout à l'heure. Dans le cas d'un client qui a de l'ostéoporose, ça a été démontré que il y a des facteurs de risque qui montrent, encore une fois, que la personne est plus à risque d'avoir des événements indésirables durant l'exercice. Et celles-ci sont, si la personne a subi une fracture de fragilité, donc c'est une fracture qui découle de mouvements très, très banals. Par exemple, quelqu'un va se frapper le bras contre un frigidaire et il va avoir une fracture du poignet. Si ça arrive après 40 ans, la personne est plus à risque d'avoir un événement indésirable durant l'exercice. Si la personne aussi prend des corticostéroïdes pendant une période cumulative de plus de 3 mois, à une certaine dose, la personne est plus à risque. Si vous n'êtes pas certain de la dose de la personne ou si la personne ne le sait pas, vous pouvez toujours communiquer avec le pharmacien et vous aurez l'information. Un autre facteur de risque qui est important à vérifier, c'est si la personne a fait une chute récemment ou si elle a fait 2 chutes ou plus dans les 12 derniers mois. C'est des travaux qui ont été menés par Dr. Chilibek et qui ont montré que ces 3 critères-là augmentent les risques de façon significative lors d'un exercice. L'autre partie dans votre questionnaire, c'est l'analyse du niveau d'activité physique actuelle. Et dans le fond, qu'est-ce qu'il y en est ici? C'est que ça vous donne le nombre de jours par semaine que la personne est active, le nombre de minutes par jour, et donc on peut calculer le nombre de minutes par semaine et voir si la personne atteint les recommandations. Comme discuté auparavant, vous êtes tous au courant des recommandations canadiennes au niveau de l'activité physique et vous devriez en prendre une opportunité ici pour indiquer ces recommandations-là aux clients et d'en profiter pour voir si la personne pourrait avoir ça comme objectif dans le futur. Au niveau de la déclaration, peu importe la case cochée par les clients sous l'énoncé, j'ai répondu oui à au moins une question. Les membres certifiés de la Société canadienne de physiologie d'exercice doivent s'en tenir au champ d'activités liées à leur certification. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même si la personne a dit oui, je suis OK de mener une vie plus active sans consulter un professionnel de la santé, si la personne a 4 conditions chroniques, vous n'avez pas le droit, en théorie, de faire de l'activité physique avec ces gens-là. Donc, il faut quand même pas fermer la porte à ces clients-là parce qu'ils pourraient quand même devenir des clients potentiels dans le futur. Mais pour l'instant, c'est important que vous respectez votre champ d'expertise. Dans le cas de l'autre certification, on pourrait faire de l'exercice avec quelqu'un qui a coché oui, même si la personne ne veut pas consulter un professionnel de la santé. Vous pourrez trouver d'autres diapositives sur le questionnaire. Ici, c'est un sommaire, finalement, les nouveaux questionnaires qu'on a mis en place. Et il y a aussi une foire aux questions qui pourrait vous donner des informations sur quoi faire dans des cas spécifiques. Ceci m'apporte à parler, finalement, pour la dernière section du webinaire, de l'outil qui a été développé pour les entraîneurs personnels certifiés. Et ceci indique, dans le fond, c'est pour voir à quel point votre client est à risque, même s'il y a une condition chronique. On a parlé un petit peu d'ostéoporose et de diabète de type 2, mais ici, je vais vous montrer les autres exemples où 6 conditions chroniques ont été développées par le groupe. Si la personne a répondu oui à une condition chronique, la question c'est est-ce que le risque est faible et est-ce que vous pouvez, est sécuritaire de s'entraîner en ce moment et est-ce qu'il est sécuritaire de s'entraîner avec vous? Dans le fond, c'est les 3 choses qu'on veut avoir. Qu'est-ce que c'est à faible risque? Dans le fond, on a déjà parlé, c'est qu'un trouble médical qui fait l'objet d'un suivi médical, qui n'a pas eu de changement dans la médication dans les derniers 6 mois et que la personne suit le plan, finalement, du professionnel de la santé et, par exemple, prend les médicaments comme c'est prescrit. Ça ne remplace pas le questionnaire Mener une vie active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice, mais ça ajoute finalement des outils supplémentaires pour déterminer si la personne est vraiment à un risque faible.
Ici, on a un exemple de si quelqu'un a fait de l'asthme. On devrait demander est-ce que le client présente un serrement de la protéine, une respiration sifflante, un essoufflement ou une toux. On devrait aussi demander est-ce que la personne a utilisé des médicaments de secours, donc ce serait des bronchodilatateurs, au moins 2 fois dans la dernière semaine. Et si aussi la personne a d'autres problèmes de santé comme des maladies cardiovasculaires. L'outil a été développé, comme on a dit auparavant, pour 6 conditions chroniques que vous voyez à votre gauche. Et ici, on comprend qu'il y en a plusieurs autres, mais on a fait un outil où ce qu'on prenait en considération la prévalence dans la population. La dernière partie du webinaire, c'est des études de cas. Donc, commençons en ce moment avec Anne Ostigui. Au moment de remplir le questionnaire Mener une vie plus active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice, votre client répond oui à la question 4, qui veut dire autre problème médical, par exemple le diabète, le cancer, l'ostéoporose, qui pourrait limiter votre capacité de mener une vie active. Elle répond non, par exemple, à toutes les questions. Son niveau d'activité qu'en ce moment, il est 60 minutes par semaine. Sa fréquence cardiaque et sa tension artérielle, quand vous la mesurez, 70 battements par minute et la pression artérielle est correcte ou en dessous du seuil. Vous posez plus de questions sur le oui de la dame et vous apprenez qu'elle a reçu un diagnostic d'ostéoporose il y a 7 mois. Elle n'a pas atteint d'autres conditions chroniques. On lui a prescrit un Fosamax qu'elle prend conformément à l'ordonnance et elle tente de modifier ses activités physiques et son médecin lui a recommandé de venir vous voir pour finalement faire plus d'activité physique. La question est-ce qu'il est sécuritaire pour Anne de commencer à faire de l'activité physique? La réponse, vous le savez sûrement, oui. D'autant plus que son médecin lui a recommandé de nous voir. Les questions que vous deviez poser à ce moment, c'est quel type d'activité physique on veut implanter, quelle intensité on veut respecter. Est-ce qu'on fait de la musculation ou des exercices en résistance? Est-ce qu'on fait seulement l'exercice en aérobie? Mais oui, c'est sécuritaire. Et est-ce que oui, c'est sécuritaire de faire de l'activité avec quelqu'un qui a une certification d'entraîneur certifié personnel? Oui. Si la personne qui est certifiée a des connaissances au niveau de l'ostéoporose. Et surtout pendant ce cas-ci, la personne a seulement une condition chronique. Donc, vous pouvez utiliser l'outil pour aller poser plus de questions. Elle respecte les critères qui font que la personne serait moins à risque ou à un risque faible. Et basé sur l'étude de cas et qu'est-ce qu'il y a de déterminé ici, on pourrait dire que c'est sécuritaire de travailler avec cette personne. Des travaux qui ont été réalisés par Chilbeck et son groupe et d'autres chercheurs ont révélé que des clients atteints d'ostéoporose qui présentent des caractéristiques qui sont déterminées ici seraient associés à un risque plus élevé d'événements indésirables durant l'exercice. On en a parlé tout à l'heure avec des corticostéroïdes, avec des fractures de fragilité. La cliente en ce moment n'a aucun de ça. Et en plus, une fois que vous avez lu son étude de cas, vous avez posé des questions, vous pouvez déterminer qu'elle est à faible risque. On enchaîne avec une autre étude de cas, celle de Clément. Vous pouvez lire l'étude de cas. Donc, en résumé, la personne ici a un problème cardiaque. Elle a eu une artère coronaire qui a été débloquée il y a environ 7 mois. Elle prend un médicament qui est une statine et un bêta-bloqueur. Et semble s'en sentir bien et n'a pas de problème au repos ni à l'effort pour les serrements en poitrine. Est-ce qu'il est sécuritaire de travailler avec cette personne-là? Vu que la personne a répondu oui et que vous voulez regarder les risques de cette personne-là ou le niveau de risque, vous utilisez l'outil qui vous demande est-ce que le client a complété un programme de réadaptation cardiaque et la réponse est ou non. À moins qu'il y ait encore d'informations que vous pouvez avoir de la personne.
Est-ce que le client a ressenti des symptômes cardiaques durant la réadaptation cardiaque? La première question, c'est non, donc c'est encore non. Et le client a des troubles suivants, donc il ne semble pas avoir ces problèmes-là, mais puisque la personne n'a pas suivi un programme de réadaptation cardiaque supervisé sans symptômes, la réponse serait, il est probablement raisonnable pour dire que la personne devrait bénéficier de l'activité physique, mais peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne pour faire le suivi ou de travailler avec cette personne-là, même si votre champ d'expertise vous permettrait comme entraîneur personnel certifié, de travailler avec une condition chronique, on recommande de référer à un professionnel de la santé. Il y a des études qui ont montré que si la personne est en absence de stabilité sur le plan médical, qui sont inactives en ce moment ou qui ont des symptômes cardiaques au repos, si on a un VO2 max en bas de 17,5 ml par kilogramme par minute, ou si on est au-dessus de 75 ans, les personnes sont plus à risque d'avoir des événements indésirables durant l'exercice, donc devraient être référées, peu importe la certification. En fait, on devrait se référer à un physiologiste de l'exercice certifié ou un professionnel de la santé si nécessaire, si on a cette situation-là. Un autre cas maintenant, Isabelle, je vous donne un petit peu de temps pour lire finalement l'étude de cas. Donc, la dame en question ici se demande si c'est sécuritaire d'accroître son niveau d'activité physique et c'est sécuritaire de le faire avec un entraîneur personnel certifié. La personne a une condition chronique encore à ce moment ici, donc c'est l'hypertension, mais quand vous le mesurez, elle est toute en dessous des seuils qu'on a comme critères. Donc, vous posez plus de questions pour le oui d'Isabelle et vous apprenez qu'elle a reçu un diagnostic d'hypertension il y a 3 ans, puis qu'elle utilise des médicaments en ce moment. C'est le médecin qui lui a recommandé de faire de l'activité physique, donc jusqu'à ce moment, c'est bien. L'autre chose que vous pouvez voir avec elle, vu qu'elle a répondu un oui, c'est quand même bien de regarder les outils qu'on a. Et l'outil dit que si la personne a une tension artérielle en haut de 160 sur 90, une ou l'autre des valeurs au-dessus de ce critère, elle serait plus à risque. Et dans le cas d'Isabelle, elle est en dessous de ça. D'après les informations que vous avez reçues d'Isabelle, il semble sécuritaire de faire d'activité physique avec cette personne-là. Et aussi, il est sécuritaire de faire d'activité physique avec un entraîneur personnel certifié, en autant que vous continuez à monitorer finalement la tension artérielle. Et peut-être que vous pourriez lui dire de consulter son médecin pour lui dire qu'elle désire augmenter son niveau d'activité physique parce que les médicaments pourraient être ajustés en conséquence.